Chers amis auditeurs, bonsoir. Vous êtes à l'écoute de Fréquence Orage d'Acier pour la 13e édition de notre émission. Ce soir, Monsieur K à la barre tout seul à bord, puisque pour des raisons techniques d'emploi du temps, nous n'avons pas pu nous réunir cette semaine pour enregistrer, étant donné que nous étions un petit peu débordés par nos activités politiques et professionnelles, ce qui me conduit ce soir à m'entretenir avec vous. Seul, c'est la raison pour laquelle aussi j'abrégerai un petit peu l'émission. Je ne ferai pas une émission d'1 heure. Je voulais m'entretenir avec vous ce soir de mon sentiment sur la situation, faire un point de situation, non pas un regard sur l'actualité, parce que de l'actualité nous n'en faisons pas, mais enfin je voudrais vous livrer quelques réflexions sur la situation dans laquelle on se trouve collectivement. La France est véritablement à la croisée des chemins. À ce micro, comme à celui de Méridien Zéro, j'avais fait quelques annonces, quelques prédictions qui malheureusement se sont toutes avérées vraies, en particulier tout ce qui touchait aux logiques d'opérations sous faux drapeau et de terrorisme de synthèse. En effet, déjà en 2008, avec le camarade PGL, nous avions fait une émission sur la stratégie de l'attention. Et nous voyons aujourd'hui la France dans une situation très comparable à celle qui a été celle de l'Italie dans les années 60-70. C'est-à-dire la situation d'un État failli qui est occupé par des puissances étrangères, par le biais de l'élite, de l'oligarchie qui se vend à des portions de l'élite mondiale étrangère, qu'il s'agisse d'ailleurs des pétromonarchies du Golfe, Qatar et Arabie Saoudite. Ça peut être des intérêts industriels allemands ou des réseaux de pouvoir anglo-saxons, américains, anglo-américains. Chacun s'étant vendu à une portion de cette oligarchie mondiale, la France est en fait dans la situation d'un État sous domination étrangère et d'une certaine façon est l'objet d'un partage. C'est-à-dire qu'elle est découpée en zone d'influence, en zone de partage, un petit peu comme l'Italie l'a été à l'issue de la Deuxième Guerre mondiale, entre d'une part les communistes et de l'autre les démocrates chrétiens atlantistes, donc qui étaient aux mains des anglo-américains. Quand ce partage ne peut pas se faire sur le plan strictement géographique, comme ça a été par exemple le cas lorsqu'on a arraché à l'Italie les provinces de la côte adriatique, eh bien, il se fait de manière plus verticale, c'est-à-dire que ce sont des secteurs qui sont concédés à telle ou telle centrale de pouvoir. Le cas en Italie, par exemple, c'était que la magistrature avait été confiée au Parti communiste. En France, il en va un peu de même. C'est plutôt une organisation de type vertical, c'est-à-dire que les structures de l'État et les structures de l'oligarchie sont départagées, chacune avec son orientation particulière. Aujourd'hui, par exemple, on sait que dans les services, il y a au moins 2 factions qui se font face. Une faction qu'on va dire atlanto-sioniste, qui regarde vers Washington et vers Tel Aviv, et une faction qu'on pourrait qualifier de gaulo-souverainiste, qui tente de résister aux émissions étrangères dans la politique française, et en particulier dans tout ce qui concerne sa sécurité, sa souveraineté au sens strict et minimaliste de la défense de son territoire, le fait qu'on ne puisse pas faire des opérations de provocation ou d'assassinat de masse sur le sol français sans que les services français ne réagissent. Je crois que cette faction des services français a d'ailleurs choisi d'essayer de capitaliser sur les effets des attentats du 13 novembre dernier afin de remettre un peu de souveraineté dans l'organisation des frontières françaises, ou l'absence de frontières, puisque c'est la situation qui prévaut aujourd'hui. Profitant, d'une certaine façon, de cette opération, ils ont voulu forcer la main aux autorités publiques dans un sens souverainiste, afin de recouvrer le contrôle des entrées des migrants, que l'on puisse savoir au moins qui entre, d'où ils viennent, et qui s'est glissé parmi ces vagues de migrants qui maintenant déferlent sur l'ensemble du continent européen. Voilà, donc la situation est celle-là, celle d'une France morcelée, d'une France occupée par des oligarchies transnationales, ce qui explique la nature des événements du 13 novembre dernier, puisque sans cette immixtion étrangère,
ce genre d'événement ne pourrait pas se produire. La France est en réalité, d'une certaine façon, l'enfant martyr de l'Europe, en raison de son histoire, en raison de sa situation géographique, du fait aussi que la France compte la plus grosse communauté musulmane d'Europe occidentale et la plus grosse communauté juive aussi. Ce n'est pas rien. Et ces deux communautés sont, elles aussi, l'enjeu d'un grand jeu, on pourrait appeler ça comme ça, pour reprendre cette expression, d'influence, de pouvoir, d'une part de leur pays d'origine, en particulier l'Algérie joue un jeu très trouble, et essaie de tirer les marrons du feu de cette situation de millions de ses ressortissants sur le sol français, de la même manière qu'Israël essaye, par le biais de sa diaspora juive, d'influer sur la politique française et d'orienter les événements dans un sens qui lui soit plus favorable, puisque la France ne fait pas exception, comme tous les pays du deuxième rideau entourant l'État d'Israël, rentre dans un scénario, finalement, un peu comme ça a été le cas du Soudan. Si vous êtes intéressé au cas du Rwanda ou du Soudan, vous saurez que les Israéliens ont joué un rôle central dans le déclenchement des événements tragiques qui ont endeuillé le Rwanda dans les années 90, puisqu'Israël avait choisi de soutenir ce qu'on a appelé les Young Leaders africains, dont Kagame au Rwanda, Museveni en Ouganda et John Garang au Sud-Soudan. Cette logique qui a conduit Israël à soutenir, mais parfois à jouer à un jeu, là aussi, un jeu d'échecs qui a coûté la vie à des millions de gens, cette politique très réaliste, très cynique en Afrique, a produit les résultats qu'on sait. La raison en était que le Soudan était un important pays musulman et d'une certaine façon arabe, même si la population en est de race noire. Il est arabe de mentalité, puisque on y pratique un islam sunnite assez classique, et puis le Soudan entretient des relations aussi bien avec l'Égypte, qui est la plus grosse nation arabe, qu'avec l'Afrique noire. D'une certaine façon, le Soudan était un carrefour, et c'était un très grand pays, et surtout, il regorge d'immenses richesses naturelles. Or, Israël s'intéresse à tout dans le cadre de sa survie, et c'est pourquoi il s'était intéressé au cas du Soudan et qu'il avait soutenu les projets de John Garang de partition du Soudan afin d'affaiblir Khartoum, qui était un poids lourd, disons, de la Ligue arabe et de l'organisation islamique. Donc, c'est dans ce cadre-là d'affaiblissement et de morcellement de ses adversaires ou du soutien de ses adversaires palestiniens, là en l'espèce le Soudan, que Israël a joué un rôle très actif et déterminant dans les conflits des Grands Lacs dans les années 90 en Afrique de l'Ouest, en Afrique des Grands Lacs, mais également aujourd'hui en Europe. Si l'on regarde cette vague de migrants qui nous déferle dessus, en fait, il faut comprendre que ce qui s'est passé en Libye avait pour projet final le déclenchement de cette vague migratoire. Ce qui se passe en Syrie également. Et on voit bien qu'il y a une espèce de coordination de tous ces événements afin de faire rattraper le retard à l'Europe centrale et orientale sur le plan migratoire par rapport à la France qui, en l'espèce, sert de modèle. L'objectif, c'est diluer les peuples européens sous des vagues considérables de populations subsahariennes et orientales afin de détruire toute cohésion qui empêchera également tout soulèvement anti-oligarchique. Le projet, c'est là aussi diviser pour mieux régner. Or, le meilleur moyen de diviser les populations, c'est évidemment de les métisser, de les mélanger, d'y faire venir des métèques, comme disait Aristote, qui, dans l'éthique à Nicomaque, je crois, je peux me tromper, mais à vérifier, rappelle que les tyrans ont toujours voulu s'appuyer sur les métèques, c'est-à-dire sur les étrangers, sur les non-citoyens de la cité, sur les personnes qui ne relevaient pas du germen de la cité considérée, afin d'asseoir leur pouvoir. C'est une pratique vieille comme le monde, les tyrans s'appuient sur les étrangers pour assurer leur pouvoir en divisant la nation, la cité, sur une base ethnique.
Aristote fait les mêmes remarques d'ailleurs à l'égard de l'homme et de la femme. Il dit que si un tyran veut régner et gouverner en paix, ce qu'il a à faire, c'est introduire la discorde entre hommes et femmes. N'est-ce pas? Chacun en ayant une dans son foyer, c'est la garantie de la tranquillité des tyrans, par exemple par la promotion des idées féministes qui visaient à détruire l'unité des couples et non pas à promouvoir le droit des femmes, bien sûr. Donc c'est un peu dans cette situation que se trouve la France aujourd'hui, dans la situation qui était celle de l'Afrique des Grands Lacs dans les années 90. La France se trouve être dans un deuxième rayon d'action de l'État d'Israël pour sa propre survie, et que dans le grand plan de réorganisation du Moyen-Orient, dont déjà d'autres conférenciers ont longuement parlé, je pense ici à Pierre Hillard qui est toujours armé de cartes très pertinentes et très utiles, eh bien, dans ce cadre-là, la France, elle aussi, est visée. De la même manière que l'Italie a eu à souffrir de sa politique méditerranéenne pro-arabe, la France aujourd'hui est appelée et sommée de rejoindre, une fois pour toutes et définitivement, le camp des soutiens d'Israël, des soutiens indéfectibles d'Israël. Or, on voit bien toute la manœuvre qui consiste à souffler sur les braises de l'islam, à jouer sur les paniques morales anti-immigration et anti-islam, spécialement anti-islam d'ailleurs, parce que on voit bien l'arnaque que constitue par exemple la ligne d'une organisation comme Riposte Laïque, qui consiste à attaquer partout les musulmans et jamais vraiment l'immigration. On voit bien l'opération qui consiste à souffler sur les braises de ces paniques morales afin de faire basculer la population française dans un soutien à Israël, afin de reconstituer des blocs, un petit peu à la manière dont ça avait été tenté dans les années 60 au sujet de l'affaire de Suez, ou plus tard encore pendant la guerre d'Algérie, où Israël était donné en exemple aux patriotes français. Voilà, c'est quelques réflexions que je voulais vous faire. La France est à la croisée des chemins. Aujourd'hui, nous sommes dans un état d'urgence qui, en gros, consiste à l'éclipse des libertés publiques. Hein. Les garanties constitutionnelles ne sont plus du tout à l'ordre du jour, c'est le contraire. Il y a suspension de l'ordre constitutionnel, suspension des principes fondamentaux des libertés publiques qui sont, paradoxalement, éclipsés en défense de ces mêmes principes fondateurs de la République, hein, les fameux PFRLR, principes fondamentaux de l'ordre républicain. Donc, cette situation de dictature ne peut que nous inquiéter, bien sûr, parce qu'elle ira en s'approfondissant. Cette logique tyrannique ira en s'approfondissant dans le sens où des mesures d'exception ne cessent d'être demandées, réclamées à corps et à cri ici et là. En particulier pour tout ce qui touche justement aux libertés fondamentales. La surveillance électronique est absolument généralisée, mais ça nous le savions. Donc il n'y a absolument aucune illusion à se faire de ce côté-là. L'État est omniscient de nos communications électroniques. De toute façon, les gens eux-mêmes alimentent la surveillance généralisée par le simple fait de leurs activités sur les réseaux sociaux comme Facebook. Chacun se flique lui-même finalement. Et donc, d'une certaine façon, l'oligarchie, le pouvoir, les autorités sont bien fondées à faire remarquer qu'il n'y a pas de transgression, puisque de toute façon, ce sont les gens eux-mêmes qui se fichent quotidiennement sur ces réseaux sociaux. C'est évidemment totalement abusif, fallacieux et mensonger, mais enfin, ça reste pas moins vrai que les gens aujourd'hui sont dans une situation qui n'est pas du tout enviable si on la rapporte à la situation, par exemple, sous une dictature comme celle de la RDA, où la Stasi aurait rêvé d'avoir un outil comme Facebook. Voilà, cette situation est extrêmement inquiétante aussi pour les militants politiques, puisque ça veut dire qu'en fait, nous ne sommes protégés par aucun principe, aucune liberté fondamentale. On pourra très certainement, dans les mois à venir, être détenu sans terme assignable sur de simples soupçons, sur des intentions qu'on vous prêtera, voilà, sur des
des on-dit, sur des procès d'intention, tout simplement. C'est à ça qu'on s'expose, c'est vers cela qu'on va. Donc je le dis aux militants politiques actifs de redoubler de prudence. Euh, c'est certainement pas le moment non plus de commencer à fomenter des opérations de vengeance, entre guillemets, des attentats du 13 novembre, puisque si vous voulez vous venger de ces attentats, il faut certainement pas aller poser des pétards à la sortie des mosquées, ou faire des graffitis, ou jeter du jambon dans la cour de ces dites mosquées, non. Les ordres ne venaient pas de là. Je l'ai déjà dit à ce micro, le terrorisme est toujours une opération étatique. Donc c'est dans les ministères et dans les différentes officines, tous ces lieux plus ou moins impénétrables qui se multiplient sans cesse, comme le faisait remarquer Guy Debord dans les commentaires de la Société du spectacle, et qui émettent ce genre d'opération. En réalité, il s'agissait d'une opération de type Gladio, hein, de type Stay Behind, sous faux drapeau, bien sûr, avec un mélange je dirais, de décors cinématographiques, enfin, d'effets spéciaux cinématographiques, puisque manifestement, il y a des éléments de ces événements qui sont de type de la production audiovisuelle, avec des effets spéciaux et tout ce qui va avec, y compris les effets sonores, voilà, les effets spéciaux, quoi. Comme au cinéma, on pourrait dire. Et puis, un mélange donc à la fois de meurtres authentiques, hein, d'assassinats qui ont vraiment eu lieu, avec un décorum cinématographique, le tout euh, avec des implications visiblement d'une partie des services de santé et des services de police et de secours, à tout le moins, enfin, une espèce de complicité passive d'une partie de ce qui s'est produit cette nuit-là. Également, donc, l'implication de membres de réseaux relevant authentiquement de l'islam radical salafisé et takfirisé dans les banlieues françaises, puisqu'on les appelle maintenant françaises, ce qui est entièrement mensonger, ou belges, ce qui est encore plus drôle. Euh, tous ces noms à consonance arabe qui sont maintenant bombardés français et belges, qui sont très certainement en fait des voyous, des mercenaires en réalité, à la solde des services secrets qui les ont retournés et qui en ont fait des espèces d'agents doubles, voire d'agents triples, qui ont très certainement été sacrifiés d'ailleurs dans l'opération. Et enfin, des mercenaires, la présence de mercenaires, alors cette fois plutôt de type américain ou européen, ou israélien d'ailleurs, qui eux ont opéré de manière très professionnelle et qui eux s'en sont sortis, s'en sont tirés. Les attentats suicides, entre guillemets, qui se sont produits, en particulier aux alentours du Stade de France, n'avaient pour but que de tracer une fausse piste pour les enquêteurs sincères qui se seraient intéressés à rechercher les coupables. Aujourd'hui, les forces de police sont lancées sur cette piste parce qu'on a trouvé des gens de type voilà, maghrébins, connus des services de police, bien sûr, pour leurs activités passées de trafic de drogue, etc. Parfois de leurs activités présentes de trafic de drogue. Mais qui, eux, ont été sacrifiés pour la validité de la thèse des attentats suicides. Attentats suicides très étranges, qui ne font pas de victimes, qui ont fait en tout et pour tout un mort. 3 attentats suicides, un seul mort. C'est manifestement une chose qui a été bidonnée par les gens qui leur ont fourni les ceintures d'explosifs. L'objectif n'était pas de faire un maximum de dégâts, mais simplement d'avoir la terreur, l'effet de la terreur sans le massacre. Voilà ce qui s'est produit. Parce que quelqu'un qui se fait exploser, déjà ne porte pas une ceinture d'explosifs, mais un gilet. Et ensuite, si les choses sont faites, je dirais, un peu sérieusement, il devrait y avoir au moins des blessés et puis des morts en très grand nombre. Là, il n'en est rien. Il y a eu un blessé qui a fini par mourir de ses blessures. Des blessés très graves, c'est vrai, pour celui qui était attablé à la terrasse d'un café, près du Stade de France. Mais enfin, c'est la raison pour laquelle d'ailleurs le dernier qui était retrouvé dans une impasse
certainement avait été amené là par ses commanditaires afin de faire un minimum de dégâts. Il est mort seul. Euh, Très probablement, la seule fin de ces trois attentats suicides, entre guillemets, était de laisser penser à une piste islamiste de type, voilà, euh, bombe humaine. Pour qui s'intéresse un peu à la chose, qui n'est pas complètement aveuglé par les attentats qui ont eu lieu en revanche au Bataclan et dans l'Est parisien, sur la terrasse des cafés, pour ceux que cette terreur n'a pas entièrement aveuglé, il est tout de même très facile, très aisé de se rendre compte qu'il y a des inconsistances absolument partout dans cette histoire. Bon. Euh, Nous sommes à la croisée des chemins, je vous le disais tout à l'heure, et la question qui m'est parfois posée par le biais du courriel, blog oragedacier@gmail.com, et qui revient est souvent la même. C'est qu'est-ce que nous pouvons faire? Qu'est-ce que nous pouvons faire? Je consacrerai une émission entière à cette question, de ce que nous devons faire, de ce que nous pouvons faire à compter de maintenant. Mais pour commencer de répondre à cette question lancinante qui revient sans cesse, je dirais ceci. La première chose, il faut prendre le temps de reprendre je dirais, la maîtrise de nos moyens. La première chose à faire, c'est ne pas céder à l'émotion. La première chose à faire, c'est retrouver notre calme, retrouver nos esprits. La terreur a pour principal effet, en effet, d'être aveuglante. C'est un peu comme dans une bagarre, lorsqu'on vous casse le nez, n'est-ce pas, le sang qui jaillit de votre nez vous aveugle. Eh bien, c'est un peu le même phénomène qui se passe ici, au plan collectif. La terreur a un effet aveuglant, c'est la passion qui nous aveugle. Donc la première chose que je dirais, c'est prenez le temps de retrouver vos esprits. Abandonnez pour l'instant toute idée de colère, de rage. Ça, c'est un des effets de la terreur aussi, c'est ça. C'est de susciter des passions qui sont rares dans la vie des hommes, mais qui sont extrêmement fortes. C'est cette rage, cette colère que j'ai éprouvée chez beaucoup de nos amis et qui est mauvaise conseillère. La deuxième chose que nous devons faire, c'est élucider ce qui est en train de nous arriver en adoptant cette double attitude que nous recommande sans cesse Gabriele Dinolfi, qui est d'avoir une vision globale et une action squadriste, spontanéiste, là où nous sommes. C'est être là où nous sommes, mais en ayant une image assez large, un grand angle de la situation qui nous environne. La troisième chose qu'il s'agit de faire, c'est de s'organiser. Il faut s'organiser, il faut sortir de son isolement. Parce que aucune aventure qui a donné du fruit ne peut le faire sans le long terme. Or, pour que les opérations que nous pourrions mettre en route fonctionnent, il faut être à plusieurs. Rien de sérieux ne s'est fait seul. Les choses se font en équipe, à plusieurs. Or, pour travailler en équipe, il faut là aussi remplir quelques conditions. Il faut avoir une cohésion, donc pratiquer les vertus d'amitié politique avec nos camarades. Donc, il faut s'organiser, donc c'est-à-dire il faut se voir, il faut se fréquenter. Il faut rejoindre des organisations qui fonctionnent. Des organisations qui fonctionnent et qui ne donnent pas dans le pathos, dans le compassionnel, dans le rageux, etc. Alors, suivez mon regard. S'organiser, c'est donc rejoindre une organisation qui fonctionne, qui y voit clair, qui adopte ce point de vue à la fois squadriste et avec un grand angle, donc qui voit les choses dans la situation générale dans laquelle nous nous trouvons, et qui en même temps est dans la capacité à intervenir sur cette situation. Donc rejoindre une organisation qui pratique cette approche-là, afin de sortir de son isolement et de pouvoir faire profiter la collectivité de nos propres efforts militants. Car en effet, comme je vous le disais à l'instant, rien de sérieux ne peut se faire seul. Les choses sont obligées de se faire en équipe, et donc de se faire dans la durée, de se faire, je dirais, avec la patience de celui qui monte un mur, de celui qui fait travailler une vigne. Voilà. Le vin, il faut 1 an, n'est-ce pas, pour faire un bon vin. Et il faut
euh, 9 mois pour faire un enfant, il faut 1 siècle et demi pour construire une cathédrale. Les choses, Rome ne s'est pas faite en un jour. Donc, il faut dès à présent commencer à construire les alternatives, la résistance, parce que il est minuit moins une, chers camarades. Il est minuit moins une. L'oligarchie, elle, nous attaque, et nous restons quasiment sans riposte. Et ceux qui veulent faire quelque chose ne font que des propositions désordonnées pour aller dessiner des graffitis à la sortie des mosquées ou jeter des tranches de jambon dans une salle de prière. C'est pas de ce niveau-là que sont les enjeux. Il faudra se hisser à la hauteur de l'enjeu et plutôt que d'entendre parler ici et là de vengeance, de colère, j'ai entendu aussi des camarades qui souhaitaient s'engager pour aller combattre Daesh en Syrie. Tout ça ne fait pas beaucoup de sens. Hein, tout ça n'a pas beaucoup de sens. Les commanditaires de Daesh sont ici à Paris. C'est ici à Paris que nous les avons armés. C'est à Paris que nous les avons biberonnés. De la même manière que dans les années 70, c'est à Paris que le super clan résidait. Hein, quai de la Tournelle, pour ceux qui connaissent l'histoire de Hyperion et du super clan des Brigades Rouges. Voilà, chers amis, c'est ici que se passe le combat. Inutile d'aller combattre Daesh en Syrie. Inutile aussi d'aller tracer des graffitis sur les mosquées. La seule chose que vous faites, c'est souffler sur des braises. Et c'est ce que veulent les terroristes, si tant est qu'ils soient ce que nous décrivent les médias. Et si vous faites ça, de toute façon, d'une certaine façon, vous accomplissez ce que les terroristes attendent de vous, c'est-à-dire séparer la population musulmane du reste de la population qui réside en France. C'est créer un fossé infranchissable entre les deux. C'est ce que veulent les terroristes parce que ce qu'ils veulent, c'est prendre en otage l'ensemble de la communauté musulmane afin de pouvoir y recruter, y lever l'impôt et, je dirais, avoir une masse cohérente qu'ils puissent piloter et gouverner dans une logique justement, de pourrissement de la situation. Jouer cette carte aujourd'hui, c'est être un ennemi de la France. Je ne suis pas assimilationniste, je ne souhaite pas que les musulmans qui résident en France restent en France, pas plus que je ne veux qu'ils deviennent français. Au contraire, je veux qu'ils retournent dans leur pays quel qu'il soit, chacun chez soi d'une certaine façon. Mais cela ne m'empêche pas de voir la manœuvre qui consisterait à créer un immense bloc musulman dans lequel les islamistes seraient comme les poissons dans l'eau, pour citer Mao Tse-tung, parlant des partisans, parlant des révolutionnaires. Ce qu'ils veulent, c'est se créer un bocal, se créer oui, c'est ça, se créer un environnement dans lequel ils seraient comme un poisson dans l'eau, justement. Ils seraient totalement camouflés à l'intérieur de ces populations. Ils pourraient vivre sur la bête, y prélever des impôts, y prendre des épouses, contrôler l'ensemble de territoires entiers, de départements entiers. Voilà quel est le projet. Aujourd'hui, tracer un graffiti sur une mosquée, c'est aider à la constitution de ce projet. Non, ce qu'il faut, c'est désigner les véritables responsabilités. Les responsabilités sont gouvernementales, elles sont oligarchiques, elles sont transnationales. Voilà ce qu'il s'agit de faire. Il s'agit de parler vrai. Et enfin, il s'agit de s'organiser afin de, dès à présent, pouvoir se soustraire autant qu'il est possible au pouvoir de l'État et au pouvoir du marché. Développer toutes les initiatives émancipatrices, autonomisantes qu'il sera possible de faire, sur le plan de l'énergie, du transport, des écoles, de la nourriture, de l'agriculture, de la vêture, de l'habitat, de la solidarité entre nous. Voilà, c'est sur tous ces terrains-là que doivent se développer des initiatives émancipatrices et autonomisantes par rapport au règne de l'argent, à la loi du marché et à la tyrannie de l'État. Voilà, c'est à ça qu'il s'agit de travailler. Nous sommes très 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 en retard, je vous le disais à l'instant, chers camarades, il est minuit moins une, et nous sommes presque pas du tout organisés, très peu équipés, très peu préparés à ce qui nous attend, à ce qui est derrière le tournant, sachant que l'État, lui, a beaucoup d'avance déjà, avec cet état d'urgence qui a été décrété, et avec, on le voit bien, malgré des scores extrêmement élevés du Front National à ces élections régionales, une quasi-impossibilité de traduire, de marquer cet essai, enfin de transformer cet essai. Parce que même si les Français se rendent bien compte
qui ne peuvent pas continuer sur ces chemins sur lesquels nous a mis l'oligarchie actuelle, d'une certaine façon, ils sont un peu pris au piège. Et même à 40% de votants pour le Front National, ça ne suffira pas. Ça ne suffira pas. Cela ne fera pas l'affaire. Alors il faut continuer de le faire, il ne faut pas se décourager. Au contraire, il faudrait que ceux qui se sentent de le faire s'engagent pour devenir des cadres locaux, élus municipaux, élus régionaux, délégués syndicaux, parents d'élèves, et les mille autres choses que chacun d'entre nous peut faire, afin de commencer à mailler le territoire, à structurer, à être des références pour nos voisins, nos amis, nos parents. Voilà. Voilà ce qu'il s'agirait de faire. Le boulot est immense. Les combattants sont finalement peu nombreux, parce que beaucoup d'entre vous, chers amis, qui écoutez parfois cette fréquence ou qui écoutez Méridien Zéro, n'avaient toujours pas franchi le pas et avaient encore adopté une attitude consumériste. Vous êtes là à écouter, vous trouvez parfois ça intelligent, vous trouvez parfois ça intéressant, parfois non. Mais enfin, dans tous les cas, vous distribuez les bons points, les bons et les mauvais points. La musique vous plaît, la musique vous plaît pas, c'est bien, c'est mal. Voilà, vous distribuez des points en particulier sur les réseaux sociaux. Hein, chacun aime, n'aime pas, n'aime plus. Voilà. Mais comprenez, chers amis, que vous faites partie soit du problème, soit vous faites partie de la solution. Soit vous faites partie du problème, soit vous faites partie de la solution. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Donc, chers amis et auditeurs, à vous maintenant de prendre l'initiative. Prenez-vous en main et tentez quelque chose. Lancez des initiatives. Produisez quelque chose. Écrivez des textes. Produisez des visuels. Faites des graffitis dans la rue en bas de chez vous. Montez une association. Intégrez une association déjà existante. Faites partager vos connaissances sur les réseaux sociaux. Proposez-vous comme bénévole dans telle ou telle organisation qui vous convient, dont les objectifs vous semblent servir la révolution en cours. Voilà tout ce que vous pourriez faire, chers amis, pour répondre à cette question que vous m'envoyez par mail. Que faire ? Je donnerai des indications un peu plus précises lors d'une prochaine émission, afin de ne pas vous laisser entièrement démunis dans cette situation nouvelle. Je voulais m'adresser à vous ce soir, puisque j'étais seul avec vous, chers amis auditeurs. Je vous remercie de la confiance que vous voulez bien nous témoigner. Merci pour ceux qui commentent sur le blog de MZ. Merci à ceux qui m'envoient des courriels. Merci à nos camarades de Québéca Liberata, de MZ, qui nous repostent tous les dimanches. Et merci à vous, chers auditeurs, d'être là, malgré tout. Chers auditeurs de Fréquence Orage d'Acier, je vous parlerai aujourd'hui d'un personnage français de l'histoire contemporaine, controversé, puisqu'il s'agit de Bob Denard. Bob Denard, c'est un destin d'aventurier contemporain. C'est celui du loup de guerre, du sultan blanc des Comores, du Katanga à l'Angola, du Yémen aux Comores et ses multiples rebondissements. La vie de Robert Denard, né en 1929 et mort en 2007, est à elle seule un film d'aventure qui nous rappelle le chant de Légion. Il nous faut du soleil, de l'espace pour redorer nos carcasses. Militaire français engagé à 16 ans, il a été expulsé de l'armée pour une bagarre dans un bar. Il part alors chercher l'aventure. Policier au Maroc et à partir de 1961, mercenaire au Katanga. Il est alors l'un des chefs de ceux que l'on surnomme les affreux, des mercenaires occidentaux. Ils soutiennent Moïse Tshombe, qui vient de déclarer l'indépendance de l'Est du Katanga, ancienne province du Congo belge. La devise de cet État autoproclamé, force, espoir et paix dans la prospérité. Son hymne, la katangaise. L'indépendance, quelques mois plus tôt, du Congo-Kinshasa entraîne une grave crise. Les ressortissants européens sont menacés. C'est ce qui permet à Moïse Tshombe de proclamer l'indépendance de l'État du Katanga, avec le soutien de l'Union minière du Haut-Katanga et de l'armée belge, soucieuse de protéger ses ressortissants. 3 ans plus tard, sous la pression de l'ONU, le Katanga est réunifié au Congo. À la recherche de l'aventure, Bob Denard n'en reste pas moins anticommuniste convaincu. Il recrute dans les milieux d'extrême droite, que ce soit en France ou en Italie. Il se sert de sa position aux Comores pour contourner l'embargo contre l'Afrique du Sud et lui vendre des armes. Avant de rappeler ses aventures comoriennes, la construction et la chute de son empire comorien, il convient de préciser un point. Mercenaire, Bob Denard s'appelait lui-même le corsaire de la République.
Il a toujours agi avec le feu vert de l'État français, qui s'est servi de lui pour mener les opérations qu'il ne pouvait pas mener à visage découvert. Les opérations menées en Afrique par Bob Denard sont un aspect de ce qu'on appelle la France-Afrique, de l'influence française dans l'Afrique postcoloniale. En 1975, les Comores proclament leur indépendance. Ahmed Abdallah gouverne le pays. Seulement quelques semaines plus tard, Bob Denard et ses hommes du groupe des experts volontaires débarquent sur le sol comorien pour renverser Ahmed Abdallah et installer Ali Swahili. Il revient en 1978 pour remplacer Ali Swahili par Ahmed Abdallah. C'est là que Bob Denard devient le sultan blanc des Comores et qu'il met en place un véritable programme de développement de l'île. Michel Rocard a reconnu, dans le livre de Bruno Fay, Complocratie, sorti en 2011, que Bob Denard était missionné par la DGSE pour ses deux coups d'État. Bob Denard commence par créer une garde présidentielle de 600 Comoriens, encadrée par une quarantaine d'officiers européens. Pour assurer sa position sur cette île à majorité musulmane, il épouse une Comorienne et se convertit à l'islam, prenant le nom de Saïd Mustafa Majoub. Il contribue largement au développement économique de l'île. Il construit des routes, des complexes hôteliers, mais aussi une ferme pilote de 600 hectares à Sangali et organise l'aide humanitaire et sanitaire. Ahmed Abdallah est finalement assassiné en 1989 et Denard quitte les Comores pour l'Afrique du Sud. En 1995, il tente un retour sur l'île. Objectif, faire appliquer la destitution du président Johar prononcée par la Cour suprême en 1991 et organiser des élections libres. Mais Bob Denard devient gênant pour Paris et pour le gouvernement de Jacques Chirac, nouvellement élu. Bob Denard et ses hommes sont arrêtés par les marsouins de l'infanterie marine, par le COS, par le GIGN et des commandos marines, sous le flash des journalistes que Bob Denard avait conviés dans son camp. On le retrouve encore au Zaïre en 96-97, au Congo en 97-98 et en Côte d'Ivoire encore en 2002 et 2003. Toutes ces opérations ont été menées sous l'insigne du groupe des experts volontaires, un globe surmonté d'un faisceau et de la devise Orbs Patria Nostra, la terre est notre patrie. Le colonel Bob Denard, c'est tout un symbole, celui de la France-Afrique, entre diplomatie, relations commerciales et barbouzerie, où raison d'État et intérêts privés se mêlent, où la frontière entre le légal et l'illégal n'est plus qu'un vaste no man's land. Le colonel Bob Denard représente également la transition entre le mercenariat artisanal, le mercenariat à l'ancienne, où de petites unités pouvaient faire la différence, un mercenariat ponctuel et peu organisé, et le mercenariat industriel, sophistiqué, organisé en société militaire privée. Le groupe des experts volontaires du colonel Denard, c'est encore la poignée de camarades convaincus et à la recherche d'aventures. Dans les années 80, la garde présidentielle comorienne devient la première société de mercenaires privés. Alors, cher ami auditeur, si c'est ton premier soir, n'oublie pas, tu dois combattre.